Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la chronique de Jules Domché. Bonjour Jules. Bonjour Audrey. Nous continuons cette série sur la restauration de la dignité africaine. Pourquoi c'est si important ? C'est important parce qu'il faudrait qu'en Afrique, nous ayons des modèles et des repères. Nous sommes aujourd'hui, tenez-vous bien, le seul continent au monde qui célébrons nos bourreaux au détriment de nos héros. Ça veut dire qu'il n'y a qu'en Afrique où les gens qui ont détruit l'Afrique, qui ont massacré les Africains sont célébrés au détriment de ceux qui se sont battus pour la dignité africaine. C'est un paradoxe que vous ne retrouverez nulle part. Je vous prends un exemple. Quand vous faites le tour de la plupart des pays africains, notamment des pays qui ont été colonisés, vous allez retrouver des rues baptisées au nom des colons. C'est quand même ahurissant. Si vous venez dans un pays comme la Côte d'Ivoire, vous avez le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, qui est un célèbre boulevard. Au Cameroun, vous avez le lycée Général Leclerc. Je me rappelle une fois au Burkina Faso, j'ai vu une pédiatrie Charles de Gaulle. Pour rester par exemple sur le cas de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, il a beau être un héros pour les Français, mais pour nous autres Africains, Charles de Gaulle n'est plus ni moins qu'un criminel. Quelqu'un qui a commis des crimes contre l'humanité, parce que comme vous le savez, la répression a été sanglante, notamment au Cameroun et en Algérie. Personne n'a oublié cela. Alors expliquez-moi, par extraordinaire, comment on arrive aujourd'hui à célébrer Charles de Gaulle en Afrique, après tout le mal qu'il a connu. Mais la raison est simple, c'est que l'histoire qu'on nous enseigne, l'histoire qu'on veut nous imposer n'est pas la véritable histoire. On l'a réécrite et c'est l'histoire du plus fort, l'histoire du vainqueur. Alors, à la place des Umniobe, à la place de Patrice Lumumba, à la place de Kwame Nkrumah, on nous a imposé Charles de Gaulle. Alors que ceux qu'on devait avoir comme repère, comme modèle, qui devaient nous servir de balise pour notre vision, pour la vision de notre continent, ont été tout simplement écartés. Quand vous allez dans ces différents pays en République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'on a fait de l'héritage de Lumumba? Je me réjouis au passage que le nouveau président Félix Tshisekedi prépare quelque chose d'important sur la mémoire de Lumumba, parce que c'est cet héritage-là qui va permettre à l'Afrique justement de se transformer. Ce n'est que récemment qu'au Burkina Faso, on a fait un monument pour Thomas Sankara, et un monument même qui a été polémique parce qu'il a d'abord été raté, etc. Regardez après combien de temps. Mais entre-temps, au Burkina, vous avez justement des rues baptisées au nom des colons, vous avez des monuments à leur gloire. Au Cameroun, par exemple, vous n'avez pas un monument d'Oumniobé qui représente toute la lutte nationale pour l'indépendance du Cameroun. On est allé dans son village d'origine essayer de lui faire un semblant de monument qui est indigne. Alors que quand vous vous baladez à Yaoundé, vous avez l'avenue Kennedy, etc. Donc vous comprenez qu'on est là au cœur d'un problème de dignité. On nous a fait avoir honte de nous. Et nous sommes tellement indignes de ceux-là qui ont versé leur sang pour que nous ayons ces semblants d'indépendance. Donc le gros problème aujourd'hui que nous avons, c'est qu'il nous faut réécrire notre histoire en nous réconciliant avec elle. Parce que ceux qu'on a célébrés, malheureusement, c'est ceux qui nous ont fait du mal, et c'est dommage que jusqu'à aujourd'hui, on continue à le faire. Mais ça, c'était le passé. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Rien du tout. J'ai même l'impression que ça s'aggrave avec le temps. Parce qu'autant, on peut se dire qu'à l'époque, on n'avait pas d'instruments, on n'avait pas de moyens, on n'était pas suffisamment, si vous voulez, développé, on n'avait pas suffisamment conscience d'un certain nombre de choses. Rien n'explique qu'aujourd'hui, nous soyons dans la même configuration. Nous avons du mal à avoir des héros, à nous construire des modèles, à présenter des repères aux jeunes. Je vais prendre peut-être un exemple, j'ai envie de dire, du quotidien, parce que ça parle à beaucoup d'Africains, c'est celui du football. Nous sommes aujourd'hui, dans le continent africain, nous avons des immenses stars qui ont rayonné à travers le monde. Je laisse l'époque des Roger Mila, Thomas Nkono, Salif Keita, pour venir à celle de Samuel Eto'o et Didier Drogba. Vous avez vu que Drogba a du mal à être président de la Fédération ivoirienne de football. Et c'est presque le cas pour Samuel Eto'o aujourd'hui. Alors que quand vous regardez comment est-ce que les autres fonctionnent avec leurs légendes, vous avez juste envie de pleurer. Vous avez vu le parcours de Michel Platini, par exemple, qui a été sélectionneur de l'équipe de France, qui a été président de l'UEFA.
Quand même. Vous avez Didier Deschamps, ancien champion du monde qui est aujourd'hui le sélectionneur. Avant lui, c'était Laurent Blanc. Mais il n'y a qu'en Afrique qu'on estime que des gens comme des Samuel Eto'o ont beaucoup d'autres choses à faire pour prouver qu'ils sont des légendes vivantes et qu'on doit pouvoir hisser un modèle dans leur domaine. C'est un réel problème. Et ça s'étend, si on reste dans l'exemple du football, on continue à avoir le complexe de ce qu'on a appelé les sorciers blancs. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas confier nos équipes nationales à des locaux? Et quand bien même on le fait, on s'arrange à ce qu'ils échouent. C'est-à-dire que quand on va faire venir un entraîneur expatrié, on va lui donner un pont d'or, alors que quand on prend un entraîneur local, on le paye à peine, en réalité. Donc, c'est un réel problème. Et certains vont vous sortir des arguments de dire, concernant peut-être le cas de Samuel Eto'o, sa vie privée, etc. Comme si, en réalité, on devait juger l'homme et pas le footballeur. Quand on parle de Samuel Eto'o, c'est de sa carrière de foot qu'il s'agit. Les autres joueurs qui sont célébrés à travers le monde. Si je vous prends le cas, par exemple, de Zlatan Ibrahimovic, c'est pas quelqu'un qui brille dans son comportement en privé, mais quand vous arrivez en Suède, c'est un monument gigantesque de Zlatan qui vous accueille. On l'a érigé en légende, on le célèbre, parce que tout peuple a besoin de repères. Et il en est de même dans le domaine scientifique. Si on vous raconte la vie privée des Victor Hugo, des Voltaire, des Montesquieu, ça va forcément dégoûter pas mal. Mais vous avez bien vu qu'on a construit de manière historique leurs légendes pour qu'aujourd'hui, on continue à vous les enseigner, pour qu'aujourd'hui, nous continuions à les citer, à les prendre en référence, parce qu'on a voulu garder ce qu'ils ont réussi à faire. Il en est de même pour les peintres comme Picasso, tous ces chercheurs, Pasteur et autres. Si on voulait s'arrêter sur leur vie privée, on ne parlerait même pas d'eux, mais on s'est arrêté sur ce qu'ils ont apporté à l'humanité. Il n'y a qu'en Afrique qu'on fait un mélange de genres. Donc, c'est l'un des réels problèmes auxquels on est confronté et il faudrait que ça change. Nous devons avoir des repères. Je parlais du football, mais dans le domaine de la science, nous avons des jeunes chercheurs africains. Nous avons une personnalité comme le docteur Denis Mukwege à RDC qui est une légende vivante, mais qui n'est pas célébrée à sa juste valeur, juste parce que nous, les Africains, nous ne savons pas célébrer les nôtres. Nous nous attendons peut-être, et ce serait risible, que les autres le fassent à notre place. Non, ils ne le feront pas, parce qu'ils savent très bien l'importance pour une société d'avoir des repères et des modèles.